Bonjour, nous nous retrouvons pour MQ6, suite de MQ5. Voilà, donc nous sommes là maintenant pour aborder un nouveau paragraphe sur le fait que le choix que nous avons fait d'avoir une description en termes d'ondes va nous amener à avoir quelques éléments, quelques liaisons entre variables que l'on croyait a priori indépendantes et qui ne le sont pas. On va d'abord commencer par rappeler ce que vous savez sur les signaux électriques et leur traitement. Donc, grand 6, relation d'incertitude. Alors, quelquefois, elle s'appelle relation d'incertitude de Heisenberg, relation de Heisenberg, voilà. Mais relation d'incertitude en général, et on va voir d'où elle provient. Donc, je vous rappelle que si je prends un signal S, même écrit de manière réelle, sous forme S égale S0 cosinus oméga t, nous avons là, par exemple, un signal issu d'un GBF qui peut se mesurer en volts, hein, et on sait très bien qu'une telle représentation n'existe pas. C'est quelque chose qui n'est pas réel. C'est une écriture mathématique et qui sous-entend quelque chose qui n'est physiquement inacceptable, c'est que ceci soit vrai à tout instant, et donc que le signal ait toujours existé dans les temps négatifs et qu'il existera toujours dans les temps positifs. Le problème, donc, il est que lorsque on regarde le spectre de Fourier qui découle de ceci, nous avons quelque part en amplitude en fonction de la pulsation, eh bien pour oméga 0, on a un pic et voilà, il n'y a qu'une pulsation dans le spectre. Le problème, c'est que ce n'est jamais comme ça. C'est-à-dire qu'à un moment, ce signal S, il est localisé dans le temps autour d'un instant T0 sur une certaine durée. Et refaisons maintenant quelque chose d'un peu plus réel par rapport au temps, autour d'un instant T0 jusqu'à T0 plus taux, comme ceci, et T0 moins taux, comme cela, eh bien, nous avons un signal qui vaut 0 et il a, pendant cet intervalle de temps, une allure absolument bien définie, avec une pulsation oméga 0, voilà, mais il y a un début, il y a une fin. Ça commence à T1, T0 moins taux, ça finit à T2, T0 plus taux, il est donc localisé dans le temps, et la conséquence, c'est que l'expression de ce signal ne peut pas être celle-ci, c'est celle-ci tronquée en dessous de T0 moins taux, tronquée au-dessus de T0 plus taux, et donc la conséquence, c'est que quand on regarde le spectre de Fourier, eh bien voilà, nous n'avons pas du tout la même chose, même si on est autour de la même valeur, nous avons un étalement du spectre, bien sûr, qui est maximum autour d'oméga 0, mais qui connaît, je dirais, une largeur oméga 0 plus delta oméga et oméga 0 moins delta oméga. Et ce que nous apprend Fourier, c'est que ces deux variables sont liées, le temps et la pulsation, et que si on essaye de localiser dans le temps le signal en prenant un taux de plus en plus petit, on élargit la précision sur la fréquence automatiquement. Donc ça varie en sens opposé. Quand l'un diminue, l'autre va augmenter. Et ça se traduit par une relation entre les deux que vous avez apprise l'année dernière. C'est que delta oméga que multiplie taux étant l'incertitude sur le temps, eh bien ceci est supérieur ou égal à 1. Voilà, ça c'est la relation qui va avec, je dirais, le fait que la variable pulsation est liée à la variable temporelle comme ceci. Bon, alors, de manière simple et de manière directe, on peut maintenant comprendre la démarche. Si on regarde bien, pour nous, on avait un signal qui était plutôt sous la forme S0 cosinus de oméga t moins kx, comme ceci en écriture réelle. On peut mettre écriture complexe, ça ne change rien. Et les mathématiciens, rappelez-vous, ne s'embarrassent pas avec les unités. Et pour eux, ils sont capables de vous dire, mais là, vous avez deux variables, oméga et t. Là, vous avez deux autres variables, k et x. Et le problème qui existe entre oméga et t est aussi un problème qui existe entre k et x. C'est-à-dire qu'ils vont vous dire qu'automatiquement, si vous essayez de localiser le signal quelque part dans l'espace, entre x0 plus ou moins delta x, donc sur localisation spatiale entre, je dirais,
x0 moins delta x et x0 plus delta x, à ce moment-là, il se trouve que K va être localisé dans l'ensemble des cas, entre, je dirais, avec un K0, avec autour, on a un delta K. Voilà. Et donc, on a la même genre d'incertitude, delta x, delta K doit être supérieur ou égal à 1, de la même façon. Alors, ça veut dire quoi dans l'histoire? Représentons-nous. Ça sous-entend que si on essaye de localiser un rayonnement de cette façon-là avec un delta x qui traduit le fait qu'on essaye de localiser dans l'espace le passage du signal, derrière, on va avoir une ouverture. C'est ce que nous avons déjà appelé le phénomène de diffraction. Okay? Naturellement, quand on essaye de localiser le faisceau en donnant un delta x de plus en plus petit, le faisceau perd la mémoire de sa direction et s'ouvre de manière angulaire. Et donc, on va avoir, ici on avait un K0, on va avoir un K0 et on va s'ouvrir avec un delta K comme ceci, ou comme cela. Voilà. Et donc, en fait, on va avoir tout simplement une perte dans la précision de la direction. C'est le phénomène de diffraction. Voilà. La chose est claire, nette et entendue. Donc, maintenant, on peut traduire cela de manière beaucoup plus interrogative. Alors, allons-y. Multiplions ces deux inégalités par h bar. Quelque part, ça ne change rien. H bar est un nombre positif, on ne retourne pas les inégalités. Mais, on va voir apparaître h bar oméga, ou plutôt h bar delta oméga. On va voir apparaître h bar delta k, et donc, ici, h bar k. Et donc, on est bien obligé d'admettre que, parce que l'énergie est égale à h bar oméga, que la quantité de mouvement est égale à h bar k, ça nous amène à dire que l'énergie a une valeur moyenne autour d'une valeur E0, avec un delta E qui va être de la façon suivante. Donc, on va avoir comme résultat delta E en tant que h bar delta oméga, que multiplie taux, localisation temporelle, qui est supérieur ou égal à h bar. Voilà. Première relation d'incertitude dite de Heisenberg en termes énergie-temps. Et on en a une deuxième qui va devenir delta x delta p, qui donc est supérieur ou égal aussi à h bar. Voilà. Ça s'y traduit le fait que p et x sont des variables liées, que E et T sont des variables liées, qu'une localisation dans le temps va amener une certaine incertitude sur l'énergie, qu'une localisation dans l'espace va amener une certaine incertitude sur la quantité de mouvement, ou une localisation sur la valeur de la quantité de mouvement va amener une incertitude sur la position, et ainsi de suite. Donc, regardons les choses, je dirais, de manière un petit peu plus subtile dans l'idée. Imaginons que nous fassions des mesures, un ensemble de mesures. Faisons des mesures G qui soient des mesures sur la position X de mon système. Le résultat statistique est représenté, vous le savez, par un ensemble d'éléments, des moments d'ordre supérieur. Le moment d'ordre 1, c'est l'espérance mathématique, c'est la valeur moyenne de la position. Donc, X moyen, c'est ce qu'on va appeler X0. De même, on fait des mesures H de la quantité de mouvement. Cet ensemble de résultats de mesures statistiques donne lieu à une représentation d'abord par son moment d'ordre 1, c'est-à-dire son espérance mathématique, c'est-à-dire sa quantité de mouvement moyenne que l'on va nommer P0, et puis pour décrire la répartition statistique de ces mesures autour de la valeur moyenne, il y a le moment d'ordre 2, l'écart type. L'écart type. Donc, il va y avoir ici un delta x, qui est l'écart type, et un delta p, qui donc est l'écart type des mesures statistiques de position de quantité de mouvement. Et c'est bien ces écarts types qui figurent dans les relations d'incertitude. Voilà. Donc, c'est bien ces écarts types qui sont là. Écart type. Et ce sont ces écarts types
qui figure ici. Donc, delta x, delta p, en tant qu'écart type de la mesure de la position, écart type de la mesure de la quantité de mouvement, ça va être supérieur ou égal à h bar. Et exactement pour l'autre, si on fait des mesures sur le moment où se passent les choses et l'énergie de la particule, eh bien, on va avoir la même chose. On va avoir un delta E tau étant l'écart type de la localisation temporelle, qui doit être supérieur aussi à h bar. Voilà, nous avons ça. Alors, maintenant, petite précision. Ça sous-entend, finalement, ces mesures-là, que x est inclus à peu près dans l'intervalle x0 moins delta x et x0 plus delta x. Donc, de la même façon, ça veut dire que la quantité de mouvement, P, est incluse dans l'intervalle P0 moins delta x et P0 plus delta x. Voilà, bien. Si on regarde un petit peu l'idée que l'on a, il se peut, même souvent, lorsque x0 est nul, c'est-à-dire qu'on met l'origine de la mesure de la position là où est, je dirais, présupposée être la particule dans la valeur moyenne, on a donc 0, et à ce moment-là, un ordre de grandeur, ODG, de x, c'est sensiblement delta x. De même, si P0 vaut 0, c'est-à-dire, par exemple, que la probabilité d'aller à droite est égale à la probabilité d'aller à gauche, puisqu'on est sur un seul axe, l'axe des x, et qu'en tant que tel, la valeur moyenne de la quantité de mouvement, parce que la vitesse est une répartition symétrique par rapport à ce point-là, eh bien, ça vaut P0 vaut 0, et un ordre de grandeur de la quantité de mouvement, c'est donc son delta T. Voilà, ça c'est à utiliser. Et ceci, c'est bien les écarts types mesurés statistiquement par tout ce qu'il y a. Alors, issu de ceci, on va pouvoir regarder les choses maintenant, je dirais, de manière un peu plus évoluée, et on peut signaler que dans le TD MQ1, on a 3 exercices qui relèvent de la relation d'incertitude, des relations d'incertitude, et que donc, eh bien, ils sont numérotés 1, 2, 3 sur la feuille d'exercice, et que dès maintenant, ils sont faisables. On fera une séquence de correction de tous ces exercices que l'on mentionne, je dirais, depuis le début. Voilà. C'est tout pour MQ6. Rendez-vous sur MQ7.